Au troisième jour de la guerre au Proche-Orient, les combats font rage. Israël contre-attaque depuis l'aube et annonce avoir abattu 90 avions. Le Caire et Damas démentent les succès de ces contre-attaques. À Vienne, à la conférence entre les compagnies occidentales et les pays arabes producteurs de pétrole, ces derniers menaceront-ils d'arrêter leurs ventes par solidarité envers l'Égypte et la Syrie? M. Sanguinetti, élu secrétaire général de l'UDR, est reçu en direct par Joseph Poli et répond aux questions de nos confrères Dominique Jamet de l'Aurore et Noël Copin de la Croix. À 5 mois de l'ouverture de l'aéroport de Roissy en France le 14 mars, où en sont les travaux et les installations? Tabarly approche du Brésil où il fera réparer le Penwick. Le bateau anglais Great Britain est en tête au temps réel. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Selon Tel Aviv, Israël a repris l'initiative sur les deux fronts depuis l'aube, après avoir acheminé des renforts considérables partout. Contre-offensive de blindés israéliens dans le Sinaï, soutenue par l'aviation dans le but d'anéantir les forces égyptiennes qui avaient traversé le canal de Suez. Sur le front nord, 400 chars syriens auraient été détruits. Pour la première fois, Israël publie un bilan et indique avoir abattu 90 avions et hélicoptères arabes. Mais les Égyptiens annoncent de leur côté que leurs forces progressent dans le Sinaï et les Syriens démentent la destruction de leurs chars et en tout cas, l'aviation égyptienne paraît très active. Il y a eu plusieurs violents combats aériens. Mais en attendant de recevoir les reportages de nos envoyés spéciaux qui sont parvenus à partir au Proche-Orient, maintes interrogations demeurent. Par exemple, pourquoi les Israéliens ont-ils été surpris par l'offensive arabe? Pourquoi le bouillant colonel Kadhafi, qui paraissait peut-être le plus chaud partisan d'une guerre, n'est-il pas intervenu autrement qu'en parole? Enfin, et surtout sans doute, dans le débat au Conseil de sécurité qui ne saurait plus tarder maintenant, jusqu'à quel point Washington et Moscou montreront-ils leur détermination de faire en sorte que les choses n'aillent pas trop loin? Quant à la France, eh bien, M. Pompidou s'entretient de la guerre au Proche-Orient successivement avec M. Jobert et M. Mesmer, et il préside à 16 heures aujourd'hui le Conseil de défense. Reprenons maintenant en détail les combats. Situation sur le front nord. Peu de choses entre Israël et le Liban. L'aviation israélienne survole bien sûr le Liban pour prendre à revers les positions syriennes tout le long du Golan. La ligne de bataille s'étend maintenant du nord au sud d'une façon quasiment continue. Il semblerait que les Syriens soient encore dans une grande majeure partie du Golan, tiennent des positions précédemment occupées par les Israéliens. Quant aux Israéliens, ils ont lancé une très vaste contre-offensive ce matin sur 3 axes, avec les blindés, l'aviation qui pilonne sans relâche. Du côté syrien, des grandes unités de blindés sont encore massées au pied du Golan pour une contre-offensive. Voici ce que l'on peut dire. Quant à la Jordanie est intervenue par des tirs et aurait abattu un avion israélien, un deuxième peut-être même ce matin. Ce matin à l'aube, donc, l'aviation israélienne a jeté la totalité de ses appareils dans la bataille du Golan. Un très grand nombre de chars syriens auraient été détruits selon Tel Aviv. Les combats qui font rage ont cependant baissé d'intensité par rapport à hier. Le commandement israélien affirme que l'avance syrienne a été stoppée et que ses forces sont passées à la contre-offensive. Un communiqué de Radio Damas déclare, je cite, « L'armée syrienne poursuit son avance et les allégations israéliennes sont mensongères. Selon les observateurs de l'ONU, il semblerait que le front des opérations est maintenant continu et que les troupes syriennes ont effectué des percées. Mais Tel Aviv, dont les communiqués sont laconiques, reconnaît que le rapport des forces tourne sur ce front en faveur d'Israël grâce à l'arrivée massive ce matin de troupes de réserve fraîches. La phase défensive de nos combats est terminée, nous passons à l'attaque. Tel est l'ordre du jour du commandant en chef du front nord, le général Hoffi, donné à ses troupes à 12 heures. Rarement autant de chars ont été rassemblés sur une si petite surface. 1000 chars du côté syrien, près de 300 du côté israélien. Israël aurait décidé hier en Conseil des ministres de ne plus se contenter de repousser l'ennemi sur les lignes qu'il occupait avant samedi, mais de détruire sa structure et son potentiel militaire et de porter la guerre sur son territoire. Après la destruction presque totale hier des bases de missiles annoncées par Israël, l'aviation israélienne aurait la maîtrise de l'air, mais l'Irak aurait envoyé des renforts aériens en Syrie. D'ailleurs, un flash vient de nous parvenir, les forces aériennes irakiennes
ont commencé depuis hier leur participation effective dans la bataille contre Israël, a annoncé ce matin le porte-parole irakien. Les bilans publiés par la Syrie font état de pertes aériennes très lourdes du côté israélien. De son côté, Tel Aviv annonce avoir abattu en 48 heures 90 avions et hélicoptères arabes sur les deux fronts. Israël a adressé hier au Liban un sérieux avertissement, le mettant en garde contre toute ingérence dans les combats en cours sur le front nord. Cette note israélienne a été transmise par l'intermédiaire de la commission mixte d'armistice libano-syrienne. Car l'avertissement israélien fait notamment mention du MiG-21 syrien qui, à court de carburant, s'est posé samedi au début des combats sur un aéroport libanais où il a pu être ravitaillé. Sur le front sud, les Égyptiens auraient toujours occupé et occuperaient donc toujours le front situé sur la partie est du canal de Suez. D'ailleurs, les Égyptiens viennent d'annoncer dans un communiqué qu'ils occupent depuis le nord jusqu'au sud absolument toute la rive donc orientale du canal de Suez. Les Israéliens, de leur côté, reconnaissent avoir détruit parmi les 11 ponts, 9 ponts de bateaux entre Israël et l'Égypte. L'aviation israélienne intervient massivement et sur les concentrations de blindés qui sont massées le long de cette côte maintenant et à l'intérieur du territoire égyptien. Par ailleurs, il semblerait que les blindés égyptiens voudraient prendre le col de Mitla qui commande absolument tout le Sinaï et, tout au moins, on vient de l'apprendre, des unités israéliennes font actuellement mouvement vers ce col de Mitla et vers le canal de Suez afin de stopper l'avance. Une très violente bataille aérienne se déroule actuellement sur le Sinaï et les forces du général El-Azhar a beaucoup à faire avec les commandos arabes infiltrés à l'intérieur du Sinaï et qui menacent l'arrière des lignes israéliennes. Je crois que sur le plan diplomatique, maintenant, Gérard Saint-Paul, vous avez d'autres précisions à nous donner. Oui, malgré la violence des engagements que vous venez de décrire sur le terrain, les observateurs s'accordent à penser qu'il ne s'agit pas, jusqu'à présent, ou pas encore, d'une guerre totale au Proche-Orient. Il se trouve que même si Israël préparait une opération de représailles quelconque, l'initiative des combats revient à l'Égypte et à la Syrie. C'est tellement incontestable que le ministre égyptien des Affaires étrangères, M. El-Zayat, l'a reconnu devant les caméras de la télévision américaine. Pour le général israélien Moshe Dayan, la guerre se jouera dans les prochains jours, elle se jouera dans le désert. À partir de cela, on peut comprendre beaucoup de choses. Premièrement, le fait que les Égyptiens franchissent le canal ne constitue pas pour les Israéliens une bataille perdue, il faut le souligner. Ils considèrent que les territoires occupés depuis 1967, les déserts, constituent un champ de bataille naturel, loin des villes et loin des populations d'Israël. Certains officiers israéliens vont même jusqu'à affirmer le canal de Suez sera plus facile à franchir par les troupes de Sadat à l'aller qu'au retour. Deuxièmement, pour les Syriens et les Égyptiens, il ne s'agit pas de rayer Israël de la carte du monde, ils sont réalistes. Il s'agit, selon la théorie des opérations limitées, d'avancer le plus possible à l'intérieur des territoires occupés depuis 1967 pour se trouver en position avantageuse lors d'éventuelles négociations. À propos des négociations, précisément, on a l'impression que les grandes puissances attendent que les fronts soient fixés, stabilisés, avant d'entreprendre quoi que ce soit sur le plan diplomatique. Et dans cette affaire, Le Caire et Damas ont d'ailleurs pris de court les soviétiques en reconnaissant l'initiative de l'attaque. Moscou est donc mal à l'aise pour réagir. Il y a d'autre part peu de risques de voir le conflit s'internationaliser, en tout cas jusqu'à présent, ne serait-ce que parce que messieurs Brejnev et Nixon, à San Clemente, il y a quelques mois, s'étaient mis d'accord pour ne pas déclencher l'irréparable. Avec la réunion du Conseil de sécurité, prévue en principe pour ce soir à la demande des Américains, la guerre du Proche-Orient deviendra politique, psychologique, tout autant que militaire. Pour la 4e fois en 25 ans, le Moyen-Orient est en feu. Les mêmes pays s'affrontent pour les mêmes raisons, mais cette fois, les leaders arabes disposaient d'une carte maîtresse qui semblait pouvoir être un atout important. Il s'agit du colonel Mouammar Kadhafi. Lui, le leader de l'unité arabe, le croisé de l'union totale entre son pays et l'Égypte, n'apporte, au bout de 48 heures de conflit, qu'une aide financière et son pétrole. Deux questions se posent pour expliquer cette attitude. Le colonel Kadhafi donne lui-même réponse à la première.
Il vient en effet de déclarer « Je tiens à dire que je suis toujours en désaccord avec les plans stratégiques et les objectifs de la bataille actuelle. » Ce que n'ajoute pas le colonel Kadhafi, c'est qu'il n'est pas non plus parvenu à un accord politique dans son projet de fusion avec l'Égypte, qui devait être effectif le 1er septembre dernier. La deuxième question est de savoir si le colonel Kadhafi, qui grâce à son pétrole a les moyens d'une politique mondiale, possède par sa force militaire les moyens d'une politique arabe. Or, son armée ne fait pas le poids. 25 000 hommes, 220 chars sont peu face aux 400 000 hommes et 3 000 chars égypto-syriens. Quant à ces fameux mirages, dont environ une soixantaine lui ont été livrés, les accords qui le lient avec la France l'empêchent de s'en servir. Et en plus, il n'a apparemment pas assez de pilotes pour les jeter tous dans la bataille. Et surtout, il ne possède pas en Égypte les moyens techniques nécessaires au sol, sans lesquels les mirages sont inutilisables. Reste également une troisième hypothèse. S'étant placé en dehors d'un conflit qu'il considère perdu d'avance, il deviendrait, en cas de défaite totale des Arabes, l'homme qui n'a aucune responsabilité dans ce nouvel échec et reprendrait alors tout naturellement sa position de leader, voire même d'interlocuteur valable. Comme Kadhafi, le roi Hussein de Jordanie n'a pas pour l'instant pris part véritablement au combat. Son armée est pourtant en état d'alerte. Mais là s'arrête la comparaison. Contrairement au bouillant colonel libyen, le souverain hachémite a depuis 3 ans adopté une politique volontairement neutraliste, allant même jusqu'à neutraliser violemment les Palestiniens sur son territoire. Le roi Hussein apparaissait même comme le seul leader arabe prêt à négocier avec les Israéliens. Mais la rencontre du Caire au lendemain de la conférence d'Alger avec les présidents égyptiens et syriens scellait le retour d'Hussein parmi les frères arabes. Une réconciliation se traduisant d'ailleurs par la libération de tous les prisonniers palestiniens. Mais personne ne sait si lors de cette rencontre, le roi a promis ou non son appui militaire en cas de conflit. N'oublions pas en effet que de tous les pays limitrophes à Israël, la Jordanie est celui qui a la plus longue frontière commune. Son armée est forte, mobilisée, elle représente 90 000 hommes et 450 chars. Elle avait opposé à Israël une résistance farouche, la plus dure, lors de la guerre des 6 jours. Alors pourquoi Hussein ne bouge-t-il pas? Attend-il le moment propice pour intervenir ou craint-il que d'une telle aventure, son royaume sorte encore plus amoindri qu'en 67 et que lui-même sorte diminué? Les heures qui viennent le diront. Quoi qu'il en soit, Hussein n'oublie pas que ses pires ennemis ne sont pas forcément de l'autre côté du Jourdain. Également non belligérant, le Liban est le 4e voisin arabe d'Israël. Comme en 67, le Liban, pays neutre par excellence, a tout à craindre d'une telle guerre. Son armée est inexistante. Son seul souci, les Fédayines sur la frontière qui, eux, participent au combat. C'est 7000 Palestiniens qui ont déjà mis le Liban à plusieurs reprises dans une situation qu'il a ô combien regrettée. Le nouveau face-à-face aujourd'hui à Vienne entre les pays arabes producteurs de pétrole et les représentants des compagnies occidentales retient l'attention générale. Une quasi-certitude, les producteurs arabes fixeront leurs nouvelles exigences sur le prix du pétrole. En raison de l'inflation internationale, diront-ils, les accords actuels sont caducs. L'augmentation devrait être de 12 à 15%. Les répercussions à la consommation ne tarderont pas à se faire sentir dès le 1er novembre, sans doute pour la France. Mais l'essentiel de cette réunion n'est pas là. Il s'agit de savoir si les pays producteurs utiliseront l'arme du pétrole dans le nouveau conflit du Proche-Orient. À titre d'avertissement, l'Irak a nationalisé hier les parts minoritaires de 2 compagnies américaines. Sans grande importance économique, cette décision a un caractère symbolique. Elle prouve que les producteurs arabes sont prêts à intervenir directement dans le conflit par le biais de l'or noir. En juin 1967, déjà, la production avait été stoppée. Cette fois, le contexte leur est plus favorable. Leur pétrole est vital pour l'Europe, il est nécessaire aux États-Unis, et leurs réserves financières sont telles qu'ils peuvent fermer le robinet quelque temps sans subir des préjudices économiques trop graves. Outre les déclarations du colonel Kadhafi déjà évoquées, 2 avertissements ont été lancés. L'Organisation de libération de la Palestine vient de demander aux producteurs arabes de suspendre le pompage de leur pétrole. Quant au quotidien algérien El Moudjahid, il indique « Le développement des pays consommateurs de pétrole arabe est lié à l'attitude qu'ils observeront dans cette nouvelle confrontation. On ne peut être plus clair. » Les producteurs arabes décideront-ils donc de fermer le robinet? Ce sera sans nul doute le grand point d'interrogation de cette réunion.
Plus que jamais en tout cas, ce que l'on appelle la pétrole politique est au cœur du conflit du Proche-Orient. La semaine politique qui commence sera très importante en France, un bref calendrier. À l'Assemblée nationale demain, discussion de la motion de censure déposée par les socialistes et les communistes. Vote dans la nuit. C'est demain également que communistes et radicaux de gauche arrêteront leur position sur le projet de réduction du mandat présidentiel de 7 ans à 5 ans. Les socialistes et les réformateurs, eux, en décideront mercredi. Mercredi et jeudi à l'Assemblée, suite du débat sur la loi Royer. Mercredi, Conseil des ministres. Vendredi et samedi, voyage en Bretagne du Premier ministre, M. Messmer. De nombreux mouvements revendicatifs cette semaine, en particulier dans la fonction publique. Mercredi, risque de reprise des grèves tournantes à la SNCF et interruption de travail à l'électricité de France. Jeudi, débrayage chez les fonctionnaires et manifestation à l'appel de la CGT et de la CFDT. LIP, réunion de la dernière chance cet après-midi. M. Giraud déclare qu'il se retirerait demain si on n'est pas parvenu à un accord. Sur place, François Gault. À vous, Besançon. LIP, le suspense continue. On a voté ce matin au cours d'une assemblée générale qui, dans un cinéma de la ville, réunissait environ 750 personnes. Et à la quasi-unanimité des voix, le personnel a exigé qu'il n'y ait aucun licenciement et que tous les salariés, tous sans exception, soient réembauchés à l'intérieur du nouveau groupe LIP. Une heure plus tard, 300 ouvriers se rendaient à l'hôtel de ville pour y manifester, et cela au moment où la négociation était très provisoirement suspendue. D'un côté, en s'appuyant sur le vote de ce matin, les syndicats durcissent leur position. De l'autre, le médiateur se retranche derrière l'avertissement lancé vendredi dernier. Si un accord n'intervient pas mardi à midi, il abandonnera sa mission. Et puis, il a même menacé de partir plus rapidement encore, au cas où ce genre de manifestation se répéterait. Reprise des pourparlers cet après-midi à 14h. Suspense dans cette course autour du monde, car personne n'ose prédire, depuis l'accident de Penduick 6, qui arrivera premier au Cap, terme de la première étape. Plusieurs concurrents sont espacés de quelques milles seulement, ils longent la côte africaine. Great Britain 2 semble être en tête de la course, suivi d'assez près par Cap 33, le bateau 24 heures sur la une. Mais Cap 33 connaît des difficultés depuis le départ de la course, ayant subi une voie d'eau. De plus, les 9 membres d'équipage sont obligés de se rationner en vivres. Notamment en eau, ils se partagent 2 litres d'eau à 9 par jour. Mais le grand sujet de conversation à bord est bien entendu l'accident de Penduick. Nous avons appris que Penduick le démantelait également aujourd'hui. Nous sommes très embêtés pour lui. Patrick Millet nous dit qu'à bord, on regrette l'accident de Penduick. Bien sûr, cela arrange les affaires des autres concurrents. Penduick aurait dû gagner au Cap et cela prouve tout simplement que personne n'est à l'abri de tels incidents d'ici à la fin de la course. À bord de Cap 33, comme à bord des autres bateaux en course, on sait donc quel drame se joue à quelques centaines de milles de là, près de la côte sud-américaine. Puisque Eric Tabarly, qui avait choisi une route très au large de la côte africaine, cherche maintenant à gagner au plus vite Rio de Janeiro pour réparer. Il comptait mercredi quelques 4 jours d'avance sur ses rivaux. À partir d'aujourd'hui donc, il accumule du retard. C'est à la hâte qu'en Suisse se fabrique un nouveau mât, qu'à Grenoble se tisse de la toile pour en faire des voiles à l'Orient. Jeudi, tout le matériel nécessaire à la réfection de Penduick sera prêt à partir, mais Michel Lebert et Gérard Petitpas, qui font tout à Paris pour sauver la course d'Eric Tabarly, cherchent désespérément un avion pour transporter le mât, long de 25 mètres d'un seul tenant. En tout cas, l'entourage de Tabarly espère pouvoir réparer dès l'arrivée à Rio de Penduick en 3 jours et 3 nuits, et ainsi reprendre la course vers le Cap dans 11 ou 12 jours. Pour Penduick, la première étape est d'ores et déjà perdue, mais la course n'est pas finie. M. Alexandre Sanguinetti, le nouveau secrétaire général de l'UDR, nous a réservé sa première interview en direct depuis son élection. Un rapide portrait de M. Sanguinetti, dont la vie a toujours été placée sous le signe du gaullisme. Il a été un combattant particulièrement courageux,
Engagé volontaire dans le groupe franc des chasseurs alpins, il est fait prisonnier et s'évade lors du débarquement dans l'île d'Elbe en 1944, il est grièvement blessé et sera amputé de la jambe droite. Il deviendra collaborateur direct de M. Roger Frey, en particulier au ministère de l'Intérieur, et occupera le poste de directeur de cabinet. Il entre dans la politique active en 1962, il est élu député de Paris, il sera battu en 1967, il sera élu l'année suivante en 1968 député de Toulouse, et là, en mars dernier, il ne retrouvera pas son siège. Il a été ministre des Anciens Combattants, et il était, jusqu'à avant-hier, secrétaire général adjoint de l'UDR, dont il est devenu le secrétaire général. Voici M. Sanguinetti. Eh bien, M. Sanguinetti, on a suivi avec attention, samedi dernier, votre match contre M. Fanton. 57 partout au premier tour. On a eu le sentiment que cette élection du 10e secrétaire général de l'UDR n'était pas comme les autres. Qu'en pensez-vous? Oui et non. Toutes les autres ont emporté l'adhésion du comité central. Mais pour la deuxième fois, parce que je vous rappelle que l'élection d'Alain Perfit avait demandé également 2 tours. Vous étiez candidat d'ailleurs déjà. Certes, mais pour qu'il y ait une élection, on peut dire que pour la première fois, effectivement, il y a eu une élection totalement démocratique, totalement libre de toute influence extérieure, qui n'était un affrontement ni entre des tendances, ni entre des clientèles, ni entre des hommes, mais une compétition entre 2 compagnons qui ont les mêmes convictions, qui ont toujours lutté dans les mêmes combats, qui se connaissent, s'estiment et, je dois dire, ont l'un pour l'autre les sentiments les plus amicaux, et entre lesquels le comité central devait décider lequel était le préférable pour le mouvement. Et je dois dire que c'était si difficile à déterminer que nous nous sommes retrouvés au premier tour, comme vous le savez, dans la position extraordinaire d'avoir chacun 57 voix sur les 114. Le deuxième tour a tranché de justesse. Ça aurait pu être lui, c'est moi. Mais c'est une belle manifestation d'unité et de liberté. Et c'est la preuve que et le président de la République et le Premier ministre font toute confiance dans la loyauté des instances du mouvement. Monsieur Sanguinetti, nous vous appelons aujourd'hui Monsieur le secrétaire général. Ne préféreriez-vous pas être appelé Monsieur le Président? Je m'explique, vous avez été aux assises de Strasbourg, le seul à demander qu'il y ait désormais un président à la tête de l'UDR. Est-ce que vous souhaiteriez être un jour ce président ou souhaiteriez-vous laisser la place à un président? Tout d'abord, lorsque j'ai demandé l'existence de ce président, je n'ai jamais pensé à moi. Il existe dans l'UDR des hommes infiniment plus importants que je ne le suis et qui ont un poids politique supérieur. Mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il était nécessaire que nous trouvions une certaine autonomie qui, sans mettre en cause une seconde, et notre loyauté et la nécessité du soutien que nous apportons à des hommes qui sont sortis de nos rangs, nous permettent quand même d'exister politiquement sans être un appendice du pouvoir. Si le problème doit être repris un jour, ce n'est pas mon problème. Je suis là pour animer le mouvement, pour être le chef d'orchestre des militants et de tout ce que représente un mouvement politique. Mais si un jour le problème de la présidence doit se poser, ce n'est pas à moi que ce sera posé. Monsieur Sanguinetti, vous venez d'être élu par une instance politique, d'un parti politique, au poste de secrétaire général de ce parti. Et vous dites que cette élection n'a aucune signification politique. Je trouve cela un peu surprenant. Je n'ai jamais dit qu'elle n'avait pas de signification politique. Tout est politique. Et je ne vous ferai pas l'injure de vous rappeler l'étymologie de politique. C'est le gouvernement de la cité. Un secrétaire général est chargé de diriger le mouvement. C'est un acte politique. Mais je veux dire par là que notre mouvement est suffisamment riche en hommes de premier plan pour que, si cela devait avoir une signification totalement politique, au sens où vous l'entendez, ce n'est évidemment pas moi qui aurais été choisi. Mais votre concurrent ne représentait-il pas une certaine tendance
dont on ne voulait pas, paraît-il, à l'Élysée, et vous, une autre tendance. Il n'y a pas deux hommes qui se ressemblent plus qu'André Fonton et moi-même. Et en fait, tendance, si vous pouvez me dire lesquelles, j'en serais très content parce que je n'arrive pas à le déterminer. Excusez-moi, je connais moins bien l'UDR que voilà. vous-même. Alors, je vous rassure tout de suite, il n'y a pas de tendance. Il y a eu le choix entre les qualités et les défauts de deux hommes et des amitiés envers ces deux hommes. Mais revenons sur votre définition du secrétaire général. Vous avez parlé d'animateur. Vous avez dit samedi, d'ailleurs, vous vous situiez entre un général et un caporal. Vous n'avez pas indiqué quel était le grade. Mais tout de même... Il est tout de même supérieur. C'est ça. Un colonel. Un colonel, Mais tout de même, allons un petit peu au fond des choses. Animateur, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Est-ce que vous ne considérez pas qu'à certains moments, vous devez animer une contestation, par exemple? Ben, je l'ai dit devant le comité central, c'est un secret pour personne. En dehors d'être une force de maintien, de soutien et de rassemblement, il nous faut être aussi une force de proposition, d'explication, de critique et d'action. C'est entre ces deux types de forces que se situe le chemin étroit dont j'ai déjà parlé et que nous devons suivre, c'est-à-dire ne jamais manquer et à la loyauté de nos origines et à la loyauté de notre soutien, et pourtant être les hommes qui proposent, qui agissent et qui, par conséquent, font transmettre l'héritage gaulliste au peuple français à qui seul il appartient. Monsieur Sanguinetti, vous disiez tout à l'heure que vous seriez non seulement l'animateur, mais le chef d'orchestre. Je n'aurais pas l'irrévérence de dire que dans le concert gaulliste, vous avez été quelquefois l'auteur de fausses notes, mais disons que vous avez quelquefois développé des thèmes qui ne correspondaient pas aux thèmes du mouvement et quelquefois du gouvernement. Vous avez pris des positions qui étaient anticonformistes. Alors vous parlez de ce chemin très étroit. Ce que je vois mal actuellement, c'est ce qui va se passer. Est-ce que c'est l'UDR qui va devenir anticonformiste ou si c'est Alexandre Sanguinetti qui va cesser de l'être et qui va être conformiste? C'est bien plus difficile que ça. Je me méfie toujours des gens qui me disent deux choses l'une, parce qu'il y a toujours une troisième solution. Je suis là en tant que secrétaire général pour exprimer l'opinion majoritaire de mon mouvement. Et je n'ai pas à interpréter à l'extérieur la position majoritaire de mon mouvement. Mais à l'intérieur de nos instances, je dois tout faire, et j'en ai le droit, pour inciter ce mouvement à adopter mes positions. Mais je me rangerai toujours à l'avis de la majorité interne. Monsieur Sanguinetti, je crois que dans le passé, vous vous êtes intéressé au problème du Proche-Orient. Vous n'ignorez pas que depuis 2 jours, une fois de plus, Israël et ses voisins arabes sont aux prises. Jusqu'à présent, le gouvernement français n'a pas, à ma connaissance, pris position sur le fond. Est-ce que, à défaut de le faire en tant que secrétaire général de l'UDR, est-ce que vous avez une opinion personnelle sur ce qui se passe en ce moment? Et oui, depuis plus d'un quart de siècle, nous nous trouvons devant une tragédie. Qu'est-ce qu'une tragédie? C'est un drame dans lequel tout le monde a raison et tout le monde a tort. Voilà le problème du Proche-Orient. Si quelqu'un avait tort, définitivement, on le saurait. Et si quelqu'un avait raison, définitivement, on le saurait. Et les choses seraient plus simples. Elles ne le sont pas. Monsieur Sanguinetti, pour un Corse, c'est une réponse de Normand. Ce n'est pas une réponse de Normand, c'est la réalité. Il ne faut jamais essayer de trancher des problèmes si graves. Et dites-vous bien que quand on en arrive aux armes, c'est que vraiment il faut trancher le nœud gordien. Monsieur le secrétaire général, vous avez eu toute une carrière politique brillante. Et si vous me permettez une question personnelle. Marquée d'échecs, comme toutes les carrières brillantes. Marquée d'échecs, mais elle a été, disons, animée, vigoureuse. Oui. Alors, il se trouve que dans les biographies qui ont été éditées sur vous ces jours-ci, soit pour votre candidature, soit après votre élection, certains journalistes ont rappelé, ou en tout cas ont souligné, que vous aviez eu à un moment de votre existence des sympathies pour l'extrême droite. Pourriez-vous nous dire maintenant comment vous vous situez? Est-ce que vous êtes à gauche ou à droite? On dit que le gaullisme est un rassemblement. Vous-même, quelle est votre place dans ce rassemblement? Comment voulez-vous que j'ai eu des sympathies pour l'extrême droite en sortant d'une guerre que j'avais faite contre le nazisme et le fascisme? À la vérité, une fois, j'ai été dans une réunion à propos de la mort de Brasilac
Parce que j'ai toujours trouvé inconvenant qu'on ait fusillé plus facilement les hommes de lettres que les profiteurs de la guerre. Et que d'autre part, j'ai trouvé que, alors que nous venions de gagner cette guerre, au prix de tant de sang, il n'était pas tout à fait utile d'ajouter encore du sang. Ce sera toujours ma position. Quant à l'extrême droite, il n'y a qu'à voir l'attitude de la dite extrême droite dans toutes mes élections pour être fixé sur ce qu'elle pense de moi. Depuis 1938, depuis l'affaire de Munich, je suis son ennemi. Je dirais même que c'est le seul ennemi que je me reconnaisse. Alors j'espère que ce débat sera une fois pour toutes tranché, mais je ne l'espère pas. Je n'y arriverai certainement pas. Il y aura toujours quelqu'un pour raconter cet épisode. Cet épisode, c'était celui-là. Et maintenant, au sein de l'UDR, vous vous situez sur l'aile droite ou l'aile gauche de l'UDR? Ah mon Dieu, qu'est-ce qu'une aile droite et qu'est-ce qu'une aile gauche, et pourquoi toujours se référer au schéma du 19e siècle? Est-ce qu'il est interdit d'être à la fois pour l'ordre et le progrès, pour l'autorité et pour la liberté? Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie, messieurs, pour ce débat. À vous le journal. Un communiqué de la direction de la SNCF. Un accord a été signé aujourd'hui entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales qui avaient déjà signé un premier accord salarial en 1973. Majoration de 1,25% des traitements de base à partir du 1er octobre. Et les syndicats non signataires, c'est-à-dire la CGT et la CFDT, ont été tenus informés de la mesure intervenue. Maintenant, l'antenne à la bourse. Eh bien, Léon Zitrone, la Bourse de Paris a une chance, c'est que la Bourse de Londres ouvre avant elle. En effet, c'est la Bourse de Londres qui a pris de plein fouet les retombées du conflit au Moyen-Orient et finalement la vague est beaucoup plus atténuée sur la Bourse de Paris. Bien sûr, on baisse un petit peu, bien sûr, l'or monte dans des conditions comparables à sa hausse de Londres, mais sur le marché des monnaies par exemple, où la plupart des spécialistes s'attendaient à une baisse du franc après l'annonce vendredi d'une perte de 9 milliards de francs dans les réserves de change de la France en septembre, eh bien, il n'y a pas eu de baisse du franc parce que ce sont le dollar et la livre qui ont baissé à l'ouverture des marchés ce matin en raison de la guerre du Moyen-Orient. De la même façon, sur le marché de Londres, à l'ouverture, vous avez vu à l'instant que les pétroles baissaient à Paris, mais à l'ouverture du marché de Londres, les pétroles avaient baissé beaucoup plus fort qu'ils n'ont baissé ici à Paris. La Shell et la BP notamment avaient fait les frais des nouvelles du front du Moyen-Orient, alors qu'à Paris, vous l'avez vu, la baisse est beaucoup plus limitée. Les autres titres qui prennent eux aussi un coup en raison de la guerre, ce sont plutôt les valeurs de croissance. Vous avez vu, Moulinex, Carrefour sont en baisse. D'autres valeurs, en revanche, supportent beaucoup mieux le choc. Il faut dire bien sûr que les boursiers ne prennent pas d'initiative. Pour l'instant, la baisse de la Bourse de Paris est de l'ordre à peu près de 1,5% selon l'indice Capelier, vous savez, qui est calculé en début de séance. Les choses peuvent évidemment changer d'ici la fermeture, mais je le répète, la bourse conserve son calme, il n'y a pas de mouvement très fort. Et sur les pétroles eux-mêmes, on a baissé moins qu'à Londres. Des communiqués particuliers à certaines sociétés, par exemple Esso, qui a annoncé qu'un de ses forages sur lequel avaient été bâties certaines espérances n'avait pas donné ce qu'on attendait de lui, eh bien, certaines compagnies ont donc baissé pour des raisons plus personnelles. Ici, la Bourse de Paris, à vous Léon Zitrone. Je n'ai pas de nouvelles informations sur les combats au Proche-Orient. Nous aurons bien entendu de nouvelles informations à vous donner ce soir à 19h45. Je vous souhaite une bonne après-midi. Merci.